Vous avez, comme vous voulez, je vous laisse... Alors vous allez prendre des micros quand même. Grégoire Dolto donc. Je suis pas sûr que ça marche. Voilà, il va marcher. Votre micro est allumé? Oui. Ok, super. Je vais commencer, puis Stéphane va prendre la main et après on va alterner un petit peu selon les problématiques. Moi j'essaye d'avoir la problématique de l'industrie généraliste. Nos constructeurs, heureusement, qui ne construisent pas que pour le pavillon français, ils construisent aussi pour le pavillon que veut l'armateur. Hein. Donc voilà, et Stéphane essaye d'améliorer au maximum le pavillon français et j'en suis très reconnaissant. Alors oui, il faut bouger. C'est là. Non plus. Une petite seconde. On c'est peut là pas, où on tu peut as pas fait. l'avoir devant? Alors. Oui, donc avant de parler de grands yachts, il faut savoir de quoi on parle. Et donc les grands yachts normalement commencent à une longueur de coque, alors qui dépasse 24 mètres. Alors quelle longueur? Pour l'instant, il existe 3 longueurs, enfin il y en a peut-être plus que ça, mais déjà au moins 3. La longueur de coque qui est définie par la norme ISO 8666, qui d'ailleurs s'arrête à 24 mètres de coque, donc au-delà il y a peut-être des problèmes. La longueur de la flottaison et la longueur qu'on appellera load line, que certains appellent longueur dans l'ICLL ou longueur de référence, etc., qui est la longueur internationale et qui est celle qui a vigueur au niveau international, sachant que donc il y a un peu une bizarrerie, c'est-à-dire que notre directive européenne sur les bateaux de plaisance et les normes ISO s'arrêtent à 24 mètres de longueur de coque. Or, la réglementation internationale basée sur l'OMI commence à 24 mètres de longueur load line, ce qui peut aboutir à des longueurs très supérieures. Là, par exemple, on vous donne un exemple d'un bateau. Donc, la longueur de référence ou longueur load line, c'est 96% de la longueur totale de la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85% du creux minimum sur quille. Ça, c'est une question rouge. Mais donc, sur le dessin, vous voyez que cette... Vous êtes dur là sur la fin de la conférence. Oui, là. Vous voyez que le creux qu'on appelle DM, qui est le creux donc entre le pont de Frambord, alors qui n'est pas forcément le vrai pont, et entre le pont de Frambord et le dessus de la coque, vous avez donc ce creux. Et à 85% de ce creux, vous tirez une parallèle à la flottaison et vous voyez l'intersection avec la coque et vous en prenez 96%. Donc dans ce cas-là, par exemple, vous avez un bateau qui fait 24 mètres de longueur de coque, mais qui ne fait que 21,80 mètres de longueur de load line. Ce qui veut dire qu'un bateau de 24 mètres load line, au point de vue international, peut faire 30 mètres s'il a des gros élancements. Et donc, ça fait pas mal de quiproquos. Mais disons que c'est ça qu'il faut voir. Et donc, au niveau international, essentiellement, c'est le 24 mètres load line qui compte. Hein. C'est ce que comptent les Anglais. Nous, en France, on est un petit peu bizarre. Stéphane vous expliquera. Mais voilà. Alors, au point de vue vocabulaire, qu'est-ce que c'est qu'un grand yacht? Donc, du point de vue réglementaire, c'est plus de 24 mètres de longueur, load line, etc. Après, donc ça s'appelle large yacht en général, jusqu'à une trentaine de mètres. Après, il y a super et méga. Chacun, tout à l'heure, il y a la présentation de super et méga n'est pas tout à fait la même. Chacun, et c'est vrai que les bateaux grossissent de plus en plus, donc il va falloir arriver à giga, terra et je ne sais quoi pour arriver des yachts de 300 mètres qui ne vont pas tarder. On ne sait pas comment les appeler. Mais bon, ça, c'est une question de marketing. Mais sachant que réglementairement, il y a d'une part cette limite de 300 mètres, de 24 mètres de longueur load line. Après, il y a la limite des 500 UMS qui ne sont pas tout à fait des tonneaux. Voilà, je vais passer pour la suite à Stéphane Garziano. Merci Grégoire. Donc, je suis Stéphane Garziano, je me présente brièvement. Donc, je travaille au registre international français à Marseille. Donc, le registre international français, c'est un registre d'immatriculation pour les navires au commerce sous pavillon français. En fait, c'est un dispositif d'aide qui a été mis en place pour aider les armateurs français sous pavillon français à résister à la concurrence internationale. Donc, on a surtout des gros navires de commerce, à peu près 270, donc CMA, CGM, les gros pétroliers et compagnie.
Et on a une trentaine de yachts. Alors, pour être au registre international français, il faut mesurer plus de 24 mètres de coque, avoir un équipage permanent et avoir surtout une activité commerciale. Donc, ça, c'est les critères d'éligibilité pour être au registre international français. Maintenant, de manière générale, quel que soit le pavillon d'ailleurs, on ne va pas parler du pavillon français ici, comment savoir quelle réglementation s'applique? Il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir. Le premier d'entre eux, c'est l'usage qui va être fait du navire. On a dans les yachts deux grandes familles, les yachts privés et ce qu'on appelle les yachts commerciaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait il y a une vingtaine, trentaine d'années, il y avait surtout beaucoup de yachts privés, il y avait un petit peu de location. On a commencé à vouloir embarquer des passagers sur ces navires, ou vouloir les louer ou les charteriser pour une durée définie. Donc on est passé petit à petit à une utilisation commerciale de ces bateaux de plaisance. En plus, conjugué à ça, on a eu une débauche dans les longueurs, une explosion des longueurs des navires qui a fait qu'effectivement on pouvait avoir beaucoup de navires privés autour de 24 mètres. Aujourd'hui, assumer un navire privé de 80 mètres, il faut quand même avoir le compte en banque qui va avec, même si on peut en trouver. Donc il y a eu quand même petit à petit un transfert de la flotte privée vers une flotte de yachts commerciaux. Donc en France, on a donc deux familles, les navires de plaisance à usage personnel, c'est le navire privé, et le navire de plaisance à utilisation commerciale, c'est le navire qui est utilisé pour une activité de transport de personnes. Ça, c'est le premier facteur, l'usage. Qu'est-ce qu'on va faire du navire? Le deuxième facteur, c'est son pavillon, évidemment. La réglementation va dépendre du pavillon du navire. Le troisième facteur, le nombre de personnes qu'on va vouloir mettre à bord. Si on veut transporter 12 passagers, donc 12 clients, ou si on veut en transporter 36, on ne sera pas astreint aux mêmes règles. Ensuite, il y a le critère de longueur, de jauge aussi, et puis le type d'exploitation qu'on va vouloir faire avec le navire. Si on a un navire avec lequel on veut pouvoir faire le tour de la planète ou aller naviguer dans les zones de glace, on ne va pas être astreint aux mêmes réglementations que le yacht qui va rester exploité en Méditerranée 3 mois de l'année. Voilà. Donc ça, c'est les facteurs qui permettent d'identifier la réglementation qui va s'appliquer à votre projet. Alors, pour ce qui concerne... c'est bon. C'était trop vite. Voilà. Il suit. D'accord. Alors, ce qui concerne les yachts privés, donc ils sont exclus de tous les outils réglementaires internationaux. La convention SOLAS ou la convention Loadline sur les lignes de charge ne s'applique pas à ces yachts privés. À partir de là, il n'y a pas de réglementation internationale. Chaque pays peut réglementer ou pas. Nous, on est plutôt à réglementer pas mal. Vous ne vous direz pas le contraire, je pense. Donc, en France, on a 3 niveaux de réglementation suivant la longueur du navire. En dessous 24 mètres, on a quelque chose que vous connaissez très bien. Il y a une directive européenne qui encadre la mise sur le marché des navires de moins de 24 mètres en utilisation privée. Et puis, il y a une réglementation franco-française qu'on appelle la division 240 qui encadre l'utilisation des navires, jusqu'où je peux aller, avec quel matériel à bord. Ensuite, dès qu'on franchit cette zone des 24 mètres de longueur de coque, on arrive dans une division dite division 242 qui va jusqu'à des navires de 3000 de jauge. Donc là, on arriverait sur des très grosses unités. Je vous rassure, sous pavillon français, on n'a jamais franchi cette limite haute. Et après, de toute façon, on retombe dans la convention SOLAS parce que là, on arrive vraiment sur des très gros navires et on n'a pas de réglementation particulière. Ça, c'est pour les navires privés. Les navires commerciaux, on a pour les petits navires commerciaux, donc en dessous 24 mètres Loadline, on a en France, pour l'instant, le découpage. Alors, je compare à chaque fois la réglementation française et la réglementation anglaise. La réglementation anglaise étant celle qui est très utilisée dans ce milieu-là. Donc, vous voyez qu'on a un petit décalage. Nous, on applique notre division grand yacht qui s'appelle la division 242. On l'applique plus tôt. On l'applique à 24 mètres de longueur
de coque, LH. Les Anglais, leur code grand yacht, ils l'appliquent à partir de 24 mètres load line. Ça, c'est bientôt terminé. À fin d'année, on s'aligne parfaitement sur les Britanniques. En gros, on est en train de recopier leur réglementation petit et grand yacht. Pourquoi aller réinventer quelque chose alors qu'il y a d'autres choses qui se font juste à côté et qui fonctionnent très bien et qui est très connu de tous les chantiers? Donc on va faire que s'aligner. Voilà. Ça, c'est pour les petits navires. Ensuite, pour les grands navires, on est toujours dans les navires commerciaux. D'accord. Alors, pour les grands navires, eh ben là, c'est le début des problèmes, parce qu'à partir de 24 mètres load line, on tombe dans le scope de toutes les réglementations internationales, c'est-à-dire SOLAS, la Convention sur les lignes de charge, STCW 95 pour ce qui est la formation des équipages, la Convention MARPOL, et bientôt, alors ça c'est une convention pas OMI mais OIT, donc Organisation internationale du travail, où on va imposer des normes de protection sociale, de logement des marins à bord. Donc là, il va y avoir une incidence, taille de cabine, ça va avoir une incidence très importante, même sur la construction du navire. En termes de logement des équipages, on n'acceptera plus ce qui a été accepté parfois jusque-là sur des navires. Alors, si on applique ces conventions-là brutes, aucun yachts actuellement, même les plus gros, ne peuvent résister à ces conventions internationales. Les exigences sont beaucoup trop fortes. Un exemple tout bête, dans la convention sur les lignes de charge, vous avez une ouverture pour entrer dans une cabine, il faut un surbaut de 600 devant la porte. Ça, vous ne le mettrez pas sur un super yacht à l'entrée du salon. Donc, ce qu'on a fait, on a fait la même chose que les Britanniques, en fait. Les Anglais, c'est la diapo suivante, sont partis de la réglementation internationale, donc de l'OMI, en ont fait ce qui est toléré par l'OMI, une adaptation pour les yachts, c'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, on va dégrader certaines parties des conventions internationales, on va les adapter, mais au regard d'une utilisation particulière. C'est-à-dire, en gros, si mon yacht est utilisé qu'à moins de 60 000 de la côte par beau temps, donc avec des conditions, des restrictions météo dans des zones bien précises, on peut dégrader les hauteurs de surbaut, tout un tas d'équipements à bord. Voilà. Ils ont fait une adaptation de la réglementation internationale. C'est le code que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent, en tout cas pour les yachts commerciaux, ce qu'on appelle le Large Yacht Code. C'était la version 2 jusque-là, on est à la version 3 en 2013. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps? On a recopié le Large Yacht Code. Voilà. Ce qui fait qu'on l'a recopié parce qu'il fonctionne bien, donc on n'avait pas de raison d'inventer autre chose, et aussi pour faciliter les changements de pavillon. Si on a un propriétaire qui vient nous voir qui a un navire actuellement sous pavillon britannique, il veut venir sous pavillon français, aujourd'hui c'est très facile. S'il veut faire l'inverse, il peut le faire aussi. Voilà. Je ne vous ai pas donné d'indication de flotte tout à l'heure sur la flotte grand yacht sous pavillon français, donc au registre international français, donc les yachts de plus de 24 mètres en utilisation commerciale, on n'en a que 30. Mais on est parti de 5 il y a 5 ans. Voilà. Donc ça se développe tout doucement. Vous avez parlé d'un projet de 72 mètres à La Rochelle en refit, donc il passe sous pavillon français en cours de construction normalement cette semaine. Donc voilà, ça vient petit à petit, c'est très dur, vous vous en doutez, la période n'est pas forcément évidente, mais petit à petit on fait notre chemin. L'intérêt là derrière n'est pas forcément de ramener un nombre de navires, parce que ça ne nous apporte pas grand-chose, l'intérêt c'est de faire des débouchés pour les marins français derrière. Voilà. Puisque pour l'instant, sur nos 30 yachts, on est à 98% de Français. Hein. Il y a très peu d'étrangers, en fait, en équipage. Voilà. Alors, moi, j'ai une dernière toute petite diapo sur ce que j'ai entendu aujourd'hui. Moi, voilà, vu de ma position pavillon, quand j'ai à traiter d'un passage sous pavillon français d'un navire, qui soit existant ou surtout en construction, c'est vrai que ce qui est primordial, c'est le choix de ce qu'on appelle le mandataire ici, mais quand il y a un chef de projet ou le capitaine qui fait l'intermédiaire technique du propriétaire, ça c'est primordial. C'est la personne clé dans tous ces projets. Pourquoi? Pour intégrer au plus tôt dans le projet la réglementation, ça c'est important aussi, parce que
On voit trop de navires sur 2 ans, 2 ans et demi de construction se soucier de la réglementation qui sera appliquée aux navires à 1 an de la fin ou à 6 mois de la fin. Ça peut être catastrophique parce qu'au final, il peut y avoir de gros travaux et de grosses adaptations à faire. Ne pas hésiter aussi suffisamment tôt dans le projet, si on n'est pas complètement dans le règlement, à faire des demandes d'équivalence et autant que possible les faire quand on est encore au travail sur plan et que la réalisation n'est pas encore entamée. Et puis un dernier petit point sur le choix de la société de classification, parce que c'est vrai qu'à partir de 24 mètres load line, on est obligé pour pas mal de parties de passer par des sociétés de classification. Là, vous avez un choix conséquent de sociétés. Attention, parce que tous les pavillons ne reconnaissent pas toutes les sociétés et toutes les sociétés ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que le devis, en gros, il faut regarder aussi les prestations qu'il y a derrière. Voilà. C'est simplement moi ce que j'avais à vous transmettre. On va en parler après, si vous voulez bien. Alors moi quelques... Oui, alors déjà, quand on arrive des petits navires, donc, comme c'est mon cas, on est surpris, à 24 mètres, il y a un seuil monstrueux. Ce seuil monstrueux, il est historique, hein, à nouveau, toute la load line qui a commencé en 1913 à la suite du naufrage du Titanic, ça a été ça qui a été fait pour ces bateaux-là, mais on s'aperçoit que ça a été fait, un bateau de 24 mètres, normalement, il est censé avoir... je ne sais plus si c'est 20 cm de franc-bord. C'est-à-dire que c'est un cargo qui est au ras de l'eau. Donc forcément, s'il a 20 cm de franc-bord, il faut qu'il y ait des manches à air de 900 mm partout, des surbots. Quand on a 30 mètres de franc-bord, on a toujours ces 900 mm de manches à air et de surbots. Donc il y a des choses comme ça qui n'ont pas suivi. Et alors sur un yacht de 500 tonneaux, ça peut passer. Sur entre 24 mètres et 200 tonneaux, on a du mal. Mais comme je dis dans le deuxième point, il vaut mieux une réglementation internationale, même perfectible, qu'une bonne réglementation nationale, mais qu'on ne pourra pas vendre à des étrangers. On ne pourra pas changer de pavillon. S'il faut rajouter 3 cloisons pour changer de pavillon, ce n'est pas possible. Personne ne prendra le pavillon français. Au niveau international, tout le monde connaît la réglementation britannique. Pas grand monde connaît le pavillon français, quoi. Donc il y a ces sauts, il y a ces longueurs, donc je souhaiterais 24 mètres, 208 mètres, 501. Et puis cette histoire de nombre de passagers dont on n'a pas trop parlé, c'est-à-dire toute cette réglementation grand yacht, elle s'arrête à 12 passagers. Donc ça va, vous êtes un milliardaire, vous invitez même 12 passagers. Quand le bateau fait 70 mètres, ça fait cher de la cabine quand même. Et donc il y aurait une tendance, dire les Anglais essayent de monter à 36, mais parce que alors, quand on rentre dans la réglementation de navire à passagers, là au point de vue incendie, stabilité, on rentre aussi dans un truc très très supérieur. Et là, il y a peut-être un dernier, non, il n'y a plus rien. Oui, alors quelques rêves personnels, donc que la réglementation pertinente soit adaptée au bateau. Hein. Une qu'on a récemment découvert, c'est les Australiens qui, pour les yachts commerciaux, qui vont du semi-rigide jusqu'au Costa Concordia avec pas mal de marches qui permettent à chacun de s'y retrouver et qu'on n'ait pas des sauts monstrueux comme on a actuellement. Après, ce qu'on veut, c'est des règles de jeu claires et une jurisprudence claire. Alors, l'avantage de la réglementation française, c'est qu'il y a une commission de sécurité où moi, je siège depuis des siècles, mais il y a, par exemple, CMN, CMB qui siègent. Et normalement, on essaie d'appliquer le plus intelligent possible les règlements. Il y a des tas de gens, malheureusement, qui sont là pour en rajouter, mais ce qu'on essaye, c'est que ça fasse jurisprudence, c'est-à-dire que les dérogations sont écrites. Chez les Britanniques, vous ne trouverez jamais une dérogation écrite, donc vous ne savez pas ce à quoi le bateau a été dérogé. C'est un problème auquel se heurte la réglementation française. Quand on arrive d'un pavillon étranger, il est théoriquement large yacht. Alors, large yacht code, soit que c'est Southampton où ils ont dérogé moins, soit que ça vient des îles Caïmans où il y en a eu un paquet, et on ne sait pas où c'est. Donc, c'est pas clair. Nous, normalement, on essaie, moi je pousse en tout cas pour que la jurisprudence soit claire et connue à l'avance. C'est-à-dire, quand vous allez présenter un bateau, vous savez qu'on a telle et telle interprétation, ça peut être plus intéressant. Mais c'est vrai que cette réglementation, elle n'est peut-être pas terrible, mais c'est la même que les Anglais. On essaye de les faire évoluer avec eux. Ce que je disais aussi ce matin sur la construction en composite, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. Ça vient des gros bateaux qui sont en acier, donc tout ce qui est construction en composite n'est pas prévu. On essaye de... Ils se rendent compte aussi que
que même pour les cargos, ils vont en venir de plus en plus à faire des trucs légers parce que la consommation va devenir un truc important. Donc, composite, carbone, tenue au feu, pour l'instant, il y a des choses à prendre en compte. Et il y a certains sandwichs à base de balsa qui sont assez performants, mais qui sont pour l'instant pas du tout considérés. Donc, c'est en train d'avancer à ce niveau-là. Voilà. Et puis, essayer d'avoir des exigences, des principes, d'avoir des solutions proposées, toutes faites, acceptées, mais laisser aussi la possibilité de moyens alternatifs et qui remplissent l'exigence. Donc il faut aussi que les membres de la commission de sécurité, auxquels donc, les constructeurs sont invités, doivent venir, connaissent les bateaux et soient là pour faire évoluer les règles et accepter les dérogations plutôt que camper sur le texte et rien que le texte. Là, il y en a un petit problème actuellement. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces problèmes réglementaires? Ah, vous les avez pris à froid là. Aucune question? Qui a dit on Si, allez-y. Alors, on est là pour ça. Tout là-haut. Non? Si, une question. Quand on construit un bateau, que ce soit un yacht ou dans mon métier un bateau pilote ou un bateau marchand, qu'est-ce qui prime quand on prend les deux? On prend le Bureau Veritas et votre réglementation, c'est d'abord le Bureau Veritas et vous vous effacez après, non? En fait, on ne traite pas les mêmes parties finalement. On délègue, alors pour les yachts, en fait, on délègue tout ce qui est stabilité, franc-bord à la société de classification et nous, on traite tout le reste. Le matériel de sauvetage, l'incendie, les appareils radio, le logement, tout ça, c'est resté compétence État. Voilà. Donc il y a comme dans la réglementation britannique, il y a une matrice de responsabilité qui est donnée en début de projet où vous avez les parties traitées par la société de classification et la partie traitée par l'État. Ça, c'est à partir de 24 mètres load line, c'est obligatoire. En dessous, on est en train de faire évoluer les règles pour peut-être se passer de la partie déléguée à la classification. Voilà. Vous savez que les Anglais, dans la réglementation qu'on a vue tout à l'heure, le code SCV, donc Small Commercial Vessel, ils font appel non pas à des sociétés de classification en tant que délégataires, mais à des experts agréés. Voilà. Bon, on est en train de voir, alors on n'ira peut-être pas jusque-là, mais on a un intermédiaire pour l'instant qui est l'organisme notifié qui travaille dans le cadre du marquage CE. On a des structures là, qui savent faire de la stabilité ISO, qui savent faire déjà beaucoup de choses. Pourquoi pas exploiter ce réseau d'experts là. Voilà. Parce que la classification, le problème, c'est le prix. Hein. Enfin, quand il faut classer un navire de A à Z, bon, c'est quand même une charge dans le projet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc Jean-Mathieu Bourgeon, JM Concept. Donc si j'ai bien compris, en termes de réglementation, ce qui compte, c'est le pavillon du bateau et non pas les eaux dans lesquelles le bateau circule. Tout à fait. Le navire, en fait, est un morceau de territoire. C'est-à-dire que vous avez un navire pavillon britannique dans le port d'Antibes. C'est un morceau de Royaume-Uni à l'intérieur du port d'Antibes, qui est aussi un bout de Royaume-Uni. Non, ça, c'est une blague. On se demande parfois, mais voilà. Donc, ce sont les règles du pavillon qui s'appliquent à bord. Règles techniques, normes sociales, très bien. Sauf qu'après, vous avez quand même des instruments, notamment pour les yachts commerciaux, vous avez des instruments internationaux qui s'appliquent à tout le monde. Et ce qui donne de la force aux conventions internationales, c'est que les conventions internationales disent c'est à chacune des autorités de pavillon de faire la loi chez lui, donc sur l'ensemble de ses navires. Mais pour être sûr que c'est bien fait, on va donner un pouvoir à l'État du port, donc d'accueil, là quand vous êtes en France, aux autorités françaises, de venir vérifier que votre réglementation appliquée par votre pavillon est bien appliquée, en tout cas pour les parties qui sont internationales.
Alors là, vous voyez que par exemple, au mois d'août, dans un des slides, vous avez vu passer la fameuse convention sur le travail maritime qui va imposer une protection sociale des équipages, une taille de logement, que les équipages soient payés, un contrat de travail, beaucoup de choses qu'on ne trouve pas forcément aujourd'hui au yachting. Ça, on va pouvoir contrôler comment Madère, sur ses navires, en France, l'applique, comment le Royaume-Uni l'applique, comment Caïman l'applique. Et c'est le pouvoir qui est donné aux agents de l'État du port est assez fort, puisque en cas de déficience, on peut aller jusqu'à la détention du navire. Donc vous imaginez en pleine exploitation de ces navires-là, s'ils sont déjà exploités que 2 ou 3 mois l'été, vous les bloquez une semaine parce qu'il n'y avait pas de contrat de travail pour l'équipage, par exemple, ça peut être quand même très pénalisant. Il faut se méfier des douaniers parce qu'ils ont la cravache facile aussi dans le midi, non? Je ne vais pas faire de commentaires sur les autres administrations. Je voudrais compléter un petit peu ma question. Et du coup, lorsqu'on est fabricant de bateaux de Syrie et qu'on veut être sûr que notre bateau peut être vendu worldwide, est-ce qu'il y a une réglementation qui surpasse un peu toutes les autres? Oui, en fait, pour les yachts commerciaux, donc de plus de 24 mètres de loadline, c'est le code LY2, enfin LY3 bientôt, qui est appliqué par les Anglais toute la sphère Red Ensign, donc ça fait déjà dans le yachting beaucoup de monde. Ensuite, des pays européens, il y en a énormément qui l'ont adopté. Luxembourg l'applique quasiment, les Pays-Bas, les Italiens, nous aussi maintenant. Donc c'est le standard, Malte, c'est le standard vraiment le plus répandu, et je dirais, vous trouverez d'autres standards, mais inférieurs. Donc en tout cas, en prenant celui-là, vous êtes plutôt serein, parce que je connais bien votre problème, c'est qu'en début de construction, le navire n'a pas souvent son propriétaire final. Vous commencez à construire, il faut bien se baser sur quelque chose. Donc le plus sûr actuellement, et c'est pas prêt de changer, c'est de s'appuyer sur leurs règles, parce que c'est vraiment le standard le plus répandu, qui est quand même un standard élevé. Hein. Et inférieur à 24 mètres? Alors inférieur à 24 mètres, il y a l'autre standard britannique aussi qu'on est en train d'adopter, et ce sera fait pour cet hiver. C'est le code SCV, donc petit navire de commerce. Et là, c'est pareil, il est répandu dans toute la sphère rouge, pavillon rouge. Et en Europe, il y a aussi pas mal de pays qui l'ont adopté. Et nous, on est en train de suivre, quoi. Alors, en dessous de 18 mètres, c'est très proche du marquage CE. Ça s'appuie pas mal sur les normes ISO, qui sont la base des normes CE. Donc, il n'y a pas trop de problème. Il y a des petites différences en ce qui concerne la stabilité après avarie et donc la prise en compte d'avarie, des brèches, de cloisonnement que pour l'instant le marquage CE ne demande pas. Pour le marquage CE, on considère que le bateau est à l'état intact, ce qui effectivement peut être tiré un peu par les cheveux, c'est-à-dire qu'on demande officiellement aucun cloisonnement. Bon, quand vous commencez à naviguer un peu au large, c'est pas mal d'avoir au moins une cloison d'abordage ou 2-3 autres cloisons si on veut vraiment, si vous heurtez quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Mais pour un bateau purement plaisance. Donc là, les Anglais, pour un truc commercial, ils vont un petit peu plus loin selon le type de bateau et la taille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais savoir, comment vous vérifiez que le bateau qui est fait, mettons, en Lituanie ou en Estonie correspond bien à votre réglementation? Vous allez voir sur place? Tout à fait. Alors, en fait, il y a donc pour les parties qui sont déléguées aux sociétés de classification, elles se débrouillent avec leur réseau à elles. Hein. Si vous faites construire un navire, je ne sais pas, en Pologne, ce n'est pas forcément le Bureau Veritas de Marseille qui va se déplacer en Pologne. Hein. Ils ont un correspondant là-bas. Nous, en tout cas, pour nos parties, on se déplace. C'est-à-dire que pour les constructions de yachts, on se déplace. Alors l'intérêt du système français, c'est qu'effectivement, ces déplacements des inspecteurs français ne coûtent rien à l'armateur. En tout cas, la prestation technique ne coûte rien. C'est-à-dire qu'il n'y a que le déplacement à prendre en charge. L'approbation, pareil, le travail qu'on fait d'études en commission et tout ne coûte rien. Donc c'est une petite
une économie quand même sur le suivi de construction. Bon, on ne se déplace pas tous les jours, on n'est pas tous les jours au chantier non plus, hein, on contrôle des étapes de la construction, quoi. Une dernière question en bas. Y a-t-il une réglementation à venir ou existante sur les gréements composites pour les grands voiliers? Désolé, pardon. À ma connaissance, je crois que oui. C'est-à-dire que en dessous de 24 mètres, il n'y a rien. On est en train de travailler sur une norme CADEN, sur lequel on va parler des résistances de CADEN et des efforts dans le gréement, y compris dans le composite, mais c'est en dessous de 24. Au-dessus de 24, il n'y a rien, mais il existe les règles du Germany Share Lloyd, plus de 24 mètres. Et je crois que l'ISAF le demande. Donc si vous voulez courir, vous devez être conforme à ça. Ou équivalent, parce qu'il y a peut-être des équivalences. Mais ça, l'ISAF a ouvert le parapluie, disons, pour essayer de se protéger, et essayer de rendre obligatoire un certain nombre de réglementations ou de normes. Oui, bien sûr, oui, c'est pas si... Les évolutions sont rapides, les grands bateaux, effectivement, cherchent à gagner du poids un peu de partout. Dans les hauts, il y a énormément de choses à faire. Donc forcément, les gens sont tentés de faire des choses un peu nouvelles. Et voilà, en tout cas, bon, en dessous de 24 mètres, on est en train de faire des normes et on a une réunion demain sur toutes ces normes, demain chez Multiplace d'ailleurs. Et on travaille justement, entre autres, puisque pour un des moyens d'échantillonner les multicoques, c'est les efforts du haut gréement, donc il faut les connaître. Donc on a une partie 10 de la norme de structure où on définit quels sont les efforts provenant du gréement, donc aussi que doivent tenir la cadène. Alors on a une grosse discussion, savoir si la cadène doit être plus ou moins résistante que le câble sur lequel il est attaché, sachant qu'en général, le câble il est très largement surdimensionné par rapport aux efforts qui soumet. Mais certains disent oui, mais vous pouvez accrocher un autre bateau, et à ce moment-là, ce n'est pas l'effort normal qu'il va y avoir, ça va être l'effort de l'accrochage avec un autre bateau ou avec un quai, et il ne faut pas arracher la cadène. Ou c'est comme lors du Vendée Globe, quand les gens ont accroché une bouée, est-ce que les cadènes de sous-barbe devaient tenir ou pas tenir? Bon, ça peut être... il faut que ça soit discuté. Hein. On va en discuter avec les... Pour information, on ne me demande pas grand-chose, moi, généralement. Quand on me demande d'accrocher un été à un mât, il n'y a pas de cahier des charges extrêmement rigoureux. On me fait confiance. C'est des fois un peu troublant, hein, mais voilà, pour information. Une petite seconde. En ce moment, justement, avec la mise en place du LY3, il y a des évolutions, enfin en tout cas pour l'instant ça semble être des recommandations, donc je n'ai pas encore réussi à aller plus loin dans le détail, mais le LY3 prévoit un volet peut-être juste recommandation et pas forcément d'obligation, mais il y a des pages qui sont sorties aujourd'hui, je n'arrive pas à tout déchiffrer encore et savoir jusqu'où ça va s'appliquer, mais il y a une tendance à vouloir aller un petit peu sur le calcul de gréement. Mais on en rediscutera après si tu veux, je te dirai où j'ai trouvé ça. Ah oui, on va être en fait un petit peu obligé d'y travailler parce qu'il y a eu un accident dramatique l'an passé, l'année d'avant. Un deuxième il n'y a pas longtemps. Et dans les recommandations du bureau enquête après événement de mer, il y a justement une des choses qui est pointée du doigt, c'est le gréement et le suivi. Le suivi, qu'est-ce qui est demandé? Et notamment, on dit à l'état du pavillon, vous, qu'est-ce que vous avez demandé? Vous demandez plein de choses tous les 5 ans, une visite de coque, on tombe les arbres d'hélice et tout, et sur le gréement, rien. Voilà. Ça, c'est la réalité. Actuellement, il n'y a rien du tout. Donc, que ce soit dans notre réglementation ou dans toutes les autres. Alors, effectivement, dans la réglementation de classification du Germany Share Lloyd, ils ont commencé à faire des choses. Dans le LY3, on voit aussi apparaître des choses. Bon, nous, on s'y est pas encore penché, mais c'est vrai qu'on est, pour l'instant, on suit ce que font les Anglais, quoi. On n'est pas encore, malheureusement, parce qu'on n'est pas aussi nombreux qu'eux non plus à y travailler. On est toujours un petit peu un coup en retard, c'est-à-dire qu'on attend que ça paraisse chez eux, on le recopie, quoi. Voilà. C'est la réalité. Il y a un autre sujet qui est en train de se développer, donc à la suite des normes ISO moins de 24 mètres, les grands yachts commencent à développer des normes aussi pour les grands yachts. Pour l'instant, ça ne va pas très loin. Il y a des normes
de calcul d'échantillonnage de fenêtres, de portes, de hublots. Il commence à travailler aussi sur la tenue au feu, la qualité des peintures. Là aussi, c'est un autre truc, mais qui est lui obligatoire pour qu'on puisse quantifier si une peinture, si on va refuser ou pas la peinture d'un bateau, et qui peut être assez utile, donner des éléments objectifs sur la qualité d'une peinture, sur les passerelles et les lignes de mouillage. Donc il y a une tendance, l'intérêt de ce genre de normes, c'est que c'est international et que ça peut être opposable à une société de classification. Dire moi je suis conforme à la norme, ça va dans ce sens-là. Comme aussi, donc il y a des normes qui sont en train de se faire donc, sur la tenue au feu, et pour arriver à contourner ou disons à être équivalent à ce que demande la SOLAS ou ce que demande le LY2 pour une tenue au feu ou pour une isolation thermique, il y a des normes qui sont en train de se développer et qui commencent à prendre en compte le composite, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Encore une question ? Oui, justement, je voudrais rebondir sur la tenue au feu et en particulier dans ce qui concerne l'aménagement intérieur, le volume de matériaux combustibles dans les aménagements. Vous aviez l'air de dire tout à l'heure que c'était de votre ressort, ça c'est plus les sociétés de classification. Ça dépend de la taille du navire et du découpage qu'on a. Pour les petits navires, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il faut être assez clair. On se soucie de la salle machine et maintenant un petit peu de la cuisine, mais le reste du navire, on ne le regarde pas tellement. Pour les navires les plus gros, ça fait partie des choses qu'on délègue. Oui. Que vous déléguez à Veritas ou Lloyds ou ces gens-là. Ouais. Donc pour les bateaux Solas, justement, donc c'est d'accord. Ouais. Et le contrôle, il est fait. Vous parliez du contrôle des bateaux qui battent pavillon autre que français dans nos ports. Oui. Il peut y avoir un contrôle sur ce type de prestation aussi. Là, c'est vraiment, enfin, quand je parle de contrôle par l'état du port, on reste quand même dans des contrôles assez simples. Enfin, assez simples. Ah oui, parce que sinon il n'y aura plus de chômage sur la Côte d'Azur l'été prochain. Oui, embauché. Hein. Tout à fait. Mais par exemple, le premier des contrôles, on voit des marques de franc-bord noyées, par exemple. Ça peut être un très bon prétexte à aller à bord et à vérifier les données de stabilité du navire et le cas de chargement et tout ça. On reste quand même dans des choses. On ne va pas aller revoir l'isolation incendie de la machine dans un contrôle par état du port, c'est ce que je veux dire. Par contre, ce qui peut arriver pendant un contrôle, si on constate qu'il n'y a pas du tout d'isolation en machine sur un navire de plus de 500 de jauge, alors que normalement on doit en trouver une, là effectivement on peut demander à l'état du pavillon de justifier le choix qui a été fait à bord de ce navire. Voilà. Mais en même temps, on critique beaucoup l'administration française, ou la France en général, d'être peu accueillante pour les étrangers. Si on commence à contrôler tous les Anglais, ils vont tous quitter la Côte d'Azur. Donc il faut aussi y aller mollo, quoi. Bien sûr, non, mais moi, là, mon intérêt, c'est celui de l'industriel qui a eu à fabriquer des bateaux avec 500 mètres carrés de plafond fait avec des goujons acier et une isolation et monté sur des structures tout métalliques pour répondre aux normes SOLAS. Et le même industriel qui a visité des bateaux faits en Italie, où s'il y a le feu dans le bateau, 5 minutes après, il y a le feu à l'autre bout des 50 mètres, quoi, ouais. Parce que tout est fait avec des cales de contreplaqué. Et après, on s'étonne que certains sont plus ou moins chers que d'autres avec les mêmes normes sociales. Donc il n'y a pas de contrôle de ce genre de choses. C'est la déclaration de la société de classification qui a validé que le bateau était aux normes ou pas, quoi. Ouais. Il y a peut-être aussi des interprétations un peu excessives de certains. Il y en a qui sont un peu jusqu'au boutiste et d'autres qui sont un peu plus cool. J'ai rien dit, moi. Dans certaines tailles de navires, quand je vous disais tout à l'heure, on part des conventions internationales, on a notifié comme les Anglais des dispositions équivalentes. En gros, on a dit à l'OMI, voilà, le texte est un petit peu compliqué pour ce type de navire au vu de leur exploitation. Nous, voilà ce qu'on va appliquer. On arrive à un résultat satisfaisant en termes de sécurité. Nous, en France, on a l'habitude on met longtemps avant d'adopter un texte, mais une fois qu'on l'a adopté, on l'applique. Malheureusement, on se rend compte qu'il y en a qui ont été prompts à les déclarer. En revanche, on trouve après des dispositions à bord qui ne sont pas du tout conformes au texte. Moi, je le vois, je suis appelé souvent pour des navires existants qui veulent passer sous pavillon français. Je regarde, normalement, un navire conforme à la réglementation britannique, déclaré conforme à la réglementation britannique par Caïman ou autre.
je devrais arriver, ça devrait être une simple formalité, puisqu'on a les mêmes règles maintenant. On arrive à 40, 50 points de non-concordance, et sur des choses, le nombre de places dans les radeaux, par exemple, rien que ça. On ne trouve pas à bord ce qui est écrit dans le texte. Vous avez plein de questions, finalement. Ça, c'est une question qui me turlupine depuis très longtemps, parce que moi, je fais de l'export, et j'ai polonais et les Espagnols en face de moi, et moi, je ne comprends pas, parce qu'il y a des bateaux faits pour des armateurs français qui arrivent sur nos rives françaises, et ils ne correspondent pas tellement, franchement pas tellement, à la réglementation. Et ça, quand on dispute le prix, parce que tout à l'heure, on parlait de prix, des fois, on nous dit, vous êtes 20% trop cher, 30% trop cher, ok, mais nous, on se tient à la réglementation coûte assez cher. Et malheureusement, nos concurrents, disons, un petit peu au nord de l'Europe, ne le respectent pas beaucoup. Après, vous savez... Je trouve que l'administration devrait être beaucoup... Ça dépend si c'est nord-est ou nord-ouest. Vous avez les Allemands et les Hollandais qui sont relativement plus sérieux. Après, effectivement... Plus loin. Oui, bon, oui. Plus loin, je ne vais pas vous apprendre que certains chantiers, notamment, aiguillent les clients vers certains pavillons parce qu'ils les savent peu regardants, et vers certaines sociétés de classification qu'on sait peu regardantes aussi. Voilà, c'est la réalité. Bon, les sociétés de classification, quand même, celles qui sont membres de l'Ajax, dont l'Association internationale des sociétés de classification, bon, ont des règles quand même relativement uniformes. On trouvera toujours ponctuellement des choses à dire, mais en revanche, celles qui ne sont pas membres de l'association, on trouve des choses parfois un petit peu exotiques. Ouais. Yann, je crois que la parole va être à toi. Pour la conclusion. Merci à tous les deux. Merci. Et donc, une dernière